Retour dans ce studio, énième émission du FMI à Brazzaville. Le FMI est de nouveau de retour au Congo pour poursuivre les négociations entamées en 2017 avec moi sur ce plateau, M. Alphonse Ndongo, il est journaliste économique, M. Clovis Senbozir, il est de la société civile, et puis M. Augustin Benazo, il est analyste économique. Je me retourne du côté de M. Clovis. Finalement, le Congo ne fait pas preuve d'assez de gages face au FMI. Bon, en tout cas, moi, je préfère attendre que la mission de FMI puisse faire son évaluation, parce que c'est eux qui ont beaucoup plus la feuille de route sur les engagements que le Congo a eu à prendre, en dehors du rapport sur la gouvernance et la corruption qui a été publié par le Congo en collaboration avec le FMI, dans lequel le Congo a pris un engagement de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour assainir son environnement afin de mieux travailler avec le FMI. Donc, on va donc regarder au terme de leur mission comment ils vont évaluer le travail réalisé par le Congo pour pouvoir prendre une décision. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif final, c'est l'accord qui sera signé entre le Congo et le FMI. Ça, on ne pourra pas y éviter. Le problème, c'est de savoir quand cet accord va être signé, est-ce que le Congo va mettre en œuvre les mesures qui vont permettre au Congo, à l'FMI de dire « Ok, ça y est, on peut maintenant démarrer ». Pourquoi je le dis? Il y a des exigences, on peut appeler ça exigeantes, dans cet accord. Dans cet accord, par exemple, et plutôt dans ce rapport, il est par exemple, le Congo prend l'engagement de mettre en œuvre les recommandations des rapports ITE. Ça, par exemple, donc, le FMI va travailler avec l'ITE pour voir est-ce que les mesures qui sont les recommandations des rapports ITE, on peut les mettre en œuvre, comment cela est possible, où se trouve le gouvernement avec la mise en œuvre de ces recommandations. On demande qu'on voit la masse salariale du Congo, parce que dans la masse salariale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fictifs. On se rend dans la masse salariale que les salaires qui sont exagérés au-delà même du travail exécuté. Donc, vous avez des gens qui ont augmenté avec les enfants qu'on a ajoutés, avec des primes qu'on met, au point où quelqu'un qui devrait gagner, par exemple, 200 000 se trouve avec 500 000, 800 000. Donc, il faut que le Congo, par exemple, publie son rapport de son évaluation, comment les choses se présentent. Avec les grands travaux, on attend que le gouvernement publie son rapport qui présente au Parlement quels sont les projets que le grand travaux a eu à mettre en œuvre, quels sont ceux qui ont été réalisés, quel était le coût, pour qu'on regarde si là aussi il n'y a pas eu un élément. Donc le FMI va regarder, et aujourd'hui, parlons, on attend, est-ce que le gouvernement a déjà transmis ce rapport au niveau du Parlement? Je ne suis pas sûr. Donc il y a beaucoup d'éléments que le FMI va regarder, peu importe le langage diplomatique de notre pays, mais la vérité c'est que nous tenons jusqu'aujourd'hui à mettre en œuvre, parce qu'en dehors des 45 mesures qui sont dans un tableau résumé dans ce rapport, vous avez d'autres engagements qui suivent. Donc vous pouvez vous retrouver avec peut-être 100 engagements que le gouvernement a pris la décision de mettre en œuvre. Est-ce que nous sommes sûrs que le gouvernement, dans le temps actuel, vous pouvez déjà trouver 20 à 30 ou 40 engagements au plus tard le 31 décembre 2018. Est-ce que vous êtes sûr que dans un mois et demi qui reste là, le Congo pourra réaliser ces engagements? Donc, tenant compte de ça, je dis que si le FMI reste dans sa rigueur, moi je suis sûr que cet accord va être encore retardé. Maintenant, si il y a l'intervention politique, parce qu'on sait que malgré tout, il y a la pression politique, parce que les autres États de la sous-région, avec la difficulté du Congo et de la Guinée équatoriale, ça fait que la zone CEMAC a des difficultés qui font que la zone stagne. Peut-être qu'il pourra avoir une décision politique, mais si c'est dans le respect des engagements pris, je doute fort qu'il y ait un accord avec les FMI. On va parler du budget du Congo 2019. Est-ce que ce budget, tel qu'il est conçu, il est réaliste? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas déjà là un signal fort que le Congo envoie au FMI pour dire au FMI que finalement, nous sommes en train de faire des efforts? Déjà, quand on analyse le budget 2019. Le budget, a priori, si je me base sur le fait que le Congo a tablé, n'est-ce pas, la hausse de ses recettes budgétaires de l'ordre de 46% par rapport à l'exercice précédent, et que même le budget lui-même est en hausse de 40% par rapport à 2018, c'est-à-dire, je parle du budget 2019, on peut se dire que ce n'est pas totalement réaliste.
ce n'est pas totalement réaliste. Pourquoi ? On aurait pu peut-être créer une petite décote en se disant que le baril du pétrole, fixons-le peut-être à 50. Aujourd'hui, on a tablé sur 70, il y a 2 jours, n'est-ce pas, qu'il est en deçà de 70 dollars sur le marché international. Et lorsque les bourses ont clôturé sur le marché de Londres et américain, il y a 2 jours, on a constaté qu'on est maintenant à moins de 70. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal. C'est vrai que personne ne peut savoir ce qui va se passer dans 4, dans 5 jours, dans 1 mois, dans 6 mois, parce que le marché du pétrole, c'est un marché qui est à la fois nerveux et moins nerveux. Donc tout dépend évidemment. Pourquoi ? Il y a 2 facteurs. Le premier facteur est tout simplement que Trump demande qu'on puisse respecter les sanctions qui ont été infligées à l'Iran, mais tout en reconnaissant aussi que de l'autre côté, la même administration Trump a accordé 8 exemptions à des pays pour pouvoir acheter du pétrole auprès de l'Iran. Donc, avec les volte-face de Trump, aujourd'hui, il peut arriver qu'il reprenne langue avec Téhéran et que le marché explose à nouveau. Et donc, s'il y a une offre plus importante, eh bien, évidemment, le prix devait baisser sur le marché. Et donc, c'est un peu risqué de penser que, d'office, on met à 70 le baril. Et il y a un autre facteur qui est tout à fait endogène. C'est que 2019, qu'on le veuille ou non, pour moi, c'est une année déjà préélectorale. Parce qu'en fait, la présidentielle, c'est en 2021. Donc 2020, c'est l'année de campagne. Donc il nous reste une année pour pouvoir asseoir les indicateurs macroéconomiques. Est-ce qu'on va aller à une présidence avec un programme du FMI ? Donc ça peut être un peu... Est-ce que c'est impossible ? Ce n'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais dans le landerneau politique, c'est possible. Puisque, en politique, on ne dit toujours pas la vérité, nous ne sommes pas à l'église, mais de manière tout à fait orthonormée, cela n'est pas possible. Donc, je peux me poser la question, est-ce que le budget est réaliste ou il ne l'est pas ? C'est une question que je me pose en tenant compte des indicateurs que je viens de mettre en exergue. Et puis, on dit qu'il y aura une hausse des recettes fiscales, donc fiscalo-douanières. C'est vrai qu'à la douane, Cotecna ne sera plus le chargé du contrôle au profit d'une autre société elle-même suisse qui s'appelle Web Fontaine. Peut-être que ça va essayer de faire grimper les recettes douanières, mais pour que les recettes douanières ou fiscalo-douanières augmentent, il faudrait qu'il y ait l'embellie économique. Il faudrait que, évidemment, les gens aient des moyens pour pouvoir commercer avec l'extérieur et que les entreprises locales elles-mêmes soient capables de faire face aux charges, n'est-ce pas, fiscales. Mais les entreprises ne font pas face aux charges fiscales parce que, pour la plupart, ce sont des prestataires de l'État qui ne leur payent pas leur dû. Donc, autant de choses qui font que je me pose des questions. Où est-ce qu'on va enregistrer une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 11%, parce qu'elles absorbent déjà, elles occupent déjà 37% dans le cadre du budget 2019. Donc selon vous, c'est mitigé, mais est-ce que c'est la même analyse pour vous, Claude Marcel Bouzer ? Est-ce que le budget congolais est réaliste ? Est-ce que c'est déjà un signal fort pour les FMI ? Personnellement, moi je suis en train de penser que ce budget n'est pas réaliste pour plusieurs raisons. Donc mauvais signal déjà. Oui, les recettes pétrolières ont été, comment on appelle ça, n'ont pas été prévues comme telles. C'est-à-dire que quand vous regardez ce budget, vous voyez rien que la partie qui apporte plus de recettes dans notre pays, c'est le pétrole. Vous allez voir juste vente de cargaisons, bonus pétrolier et l'unitisation. Mais dans les recettes pétrolières, il y a des recettes en numéraire qui sont payées par les entreprises. Vous avez, par exemple, la redevance superficielle. Quand vous prenez les recettes qui sont payées par les entreprises directement, nous allons parfois jusqu'à plus de 100 milliards de francs CFA. Pourquoi cet argent n'est pas budgétisé ? Ça, c'est un élément. Deuxième élément sur le budget, ce que les gens oublient, c'est que pour le moment, le Congo est dans l'étape de restructuration de sa dette. Et comme la dette est gagée sur le pétrole, vous allez vous rendre compte déjà, malgré les ventes,
20 à 25% restent bloqués à Exim Bank pour l'engagement que le Congo a vis-à-vis de la Chine pour sa dette. Il va nous rester 75%. Comme les 75% transitent par le Trésor français, d'après les accords qu'il y a entre le franc CFA et la Banque centrale française, 50% de cet argent reste. Ça veut dire qu'il reste combien? 25%. Sur les 25% de recettes qui restent, vous allez vous rendre compte que les accords avec les traders, c'était les accords gagés sur le pétrole. Donc, sur les accords gagés sur le pétrole, les traders, même si on dit qu'on va restructurer la dette, ils vont continuer à prélever. Certaines cargaisons seront obligées d'être données là-bas tel que l'accord a été signé. On ne va pas ces traders dire, écoutez, c'est bon, on annule la dette. Ce n'est pas possible. Quand vous prenez les engagements pris en dehors de ce qui est officiel, on ne parle pas des accords que le Congo avec Eni, que le Congo avec Total, qu'on appelle les accords commerciaux. Dans ces accords, il y a les prélèvements qui sont faits sur la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire qu'une partie du pétrole est récupérée en nature par ces sociétés qui récupèrent leur argent, qui ne reversent pas au trésor public. Quand vous prenez déjà tous ces éléments qui vont influencer sur les recettes, il y a une imputation énorme et il y a quand même une infime partie qui arrive au trésor public. Maintenant, quand l'argent arrive au trésor public, comme on n'a pas accepté de passer déjà au budget par programme, au crédit par programme, on continue avec l'ancien système. Ça veut dire quoi? Il y a une hémorragie où il ne faut pas l'évaluation sur les besoins réels des entreprises au point où les biens et services occupent une marge énorme dans le budget congolais. Donc, quand vous avez des biens et services qui coûtent une marge énorme, ou rien que dans l'armée, vous avez près de 100 milliards de francs CFA qui vont être, ça va jusqu'à 170 milliards de francs CFA, rien que pour les biens et services dans l'armée. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour que ça soit ainsi? Et le secteur qui allait booster la croissance, pour le moment, on dit que c'est la diversification, en mettant l'accent sur l'agriculture, sur l'industrie et autres. Mais regardez ce qui est réservé dans ce budget. C'est infime. Je crois que l'agriculture, c'est autour de 24 milliards. Dans les 24 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'agriculture dans un pays qui veut diversifier dans son économie? Ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Et l'autre élément qui pose problème dans ce budget, quand vous l'analysez, vous allez rendre compte que certaines charges apparaissent, certains investissements apparaissent comme fictifs. Je prends un exemple simple. Vous avez la construction de murs de clôture de la maison des seigneurs de Mfilou. 750 millions. 250 millions en 2019, 250 millions en 2020, 250 millions en 2021. Quel est ce mur qu'on construit pendant 3 ans pour près d'1 milliard? Il aura quelle dimension dans ce pays? Dites un peu déjà c'est un tel élément figure dans le budget. Ça veut dire que certains chiffres sont fictifs, ils les ont mis juste pour justifier la dépense. Donc tant qu'on ne regarde pas, j'avais dit une fois ici sur ce plateau, il faut faire l'évaluation, faire l'état de besoin. Quels sont les besoins réels? Et en dehors de cela, vous avez les transferts. Vous avez le Congo, malgré les problèmes posés par la CORAF, continue de faire des transferts vers cette société qui est une société qui entraîne de grandes pertes à l'État. Il faut avoir le courage. Le Congo n'a pas pu réussir à redresser cette société. Revenez comme à l'étape de départ à la création en associant Total, qui était son partenaire de départ, pour que, au lieu que ce soit une société qui appartient directement à l'État congolais, quand on arrive à l'autre. Et le dernier élément... Vous parlez de quelle société déjà? Je parle de la CORAF. Okay, je parle de la CORAF. Maintenant, pour terminer, pour atterrir, il y a maintenant un problème de mauvaise gouvernance. Les choses n'ont pas changé. Les hommes à l'origine du chaos dans toutes ces entreprises sont là. Vous arrivez au niveau des douanes, vous arrivez au niveau des impôts, vous arrivez dans la direction de toutes les régies financières. C'est les mêmes depuis 10 ans, 15 ans qui sont à l'origine de l'échec dans la gestion des recettes, qui sont là. Comment vous pouvez prendre la décision de redresser une maison? Vous pouvez prendre la décision de redresser une société en gardant sur place les personnes qui sont à l'origine de l'échec. Le dernier élément dans ce budget, c'est sur les problèmes, le secteur social. Quand on dit les secteurs sociaux, vous regardez par exemple, on dit construction, vous regardez construction de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele, construction des hôpitaux généraux pour que finance. Est-ce que
le besoin du Congo actuellement dans le secteur social, prenons l'hôpital, c'est de construire ces hôpitaux. Le gouvernement doit connaître quel est le besoin réel. Le besoin des citoyens aujourd'hui, c'est de voir le CHU restructuré en urgence. Donc, on allait surseoir les projets de ces hôpitaux pour recadrer les choses et finaliser rapidement les travaux sur le CHU, le rééquiper pour qu'on diminue le taux de mortalité qu'il y a dans ce pays. Tous ceux qui meurent tous les jours ici, ce n'est pas les sorciers, ce sont les conditions parce qu'en matière de santé, tout est nul. Voilà pour le moment, je m'arrête là. Donc, budget irréaliste, M. Gustave Menazo. Le budget, selon vous, irréaliste aussi. Je suis d'accord avec Arsène que le budget n'est pas trop boostant. Donc c'est un mauvais signal que le Congo envoie au FMI. Oui, en termes de faiblesse, des perspectives de croissance, on est dans une insuffisance. Voilà, ils ont prévu, comme a dit Arsène, à 70 barils pour le budget 2019. Mais déjà là, on n'est même pas encore à fin d'année, on est en train de prendre une descente. Ça veut dire que les prévisions ne vont pas correspondre à la réalité. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est des mesures de contrôle des dépenses publiques. Arsène vient de le dire, l'armée qui prend autant plus. Mais on a proposé au chef de l'État de réduire son équipe gouvernementale, de passer à 13. Nous sommes un pays de 4 millions d'habitants, on a besoin de voir une trentaine de ministres. Voilà, ça réduit les dépenses publiques et ça peut être compensé pour des projets sociaux, comme il vient de le dire, mais pas des projets sociaux populistes, mais des projets sociaux réalistes en termes de besoins de population. Voilà. Et d'autres aspects, c'est le solde, de redéfinir avec ce qu'on appelle le solde budgétaire. Okay, le budget 2019 projette à 4,2%. Okay. Mais sur quoi? Sur quoi? Alors que pendant la crise, non, on va diversifier l'économie. C'est cela. Mais dès que le pétrole remonte, non, on oublie le mot diversification de l'économie. On se focalise sur le pétrole. Aujourd'hui, le puits de Moho Nord qui est à 19%, qui produit pratiquement 19% de la production au niveau local. Donc la production est passée à 58% avec toujours le chiffre important de 75% de contribution au niveau du PIB. Mais est-ce que c'est cela que nous nous sommes dit pendant que nous étions en situation difficile? Donc le gouvernement essaie d'échapper à un certain nombre de choses qui peuvent faire que l'économie aille. Je vous donne une leçon. Pendant toute la crise, vous savez que l'indicateur de l'agriculture n'a jamais baissé. Le taux de croissance de l'agriculture n'a jamais baissé. Voilà. N'a jamais baissé pendant la crise. Alors qu'on avait la crise. Tous les secteurs ont baissé. Le secteur tertiaire, en termes d'industrie, a baissé. Le secteur BTP a baissé. Le secteur pétrolier a baissé. Mais l'agriculture est restée au même niveau. Voilà les secteurs sur lesquels on peut focaliser. Mais comment focaliser sur l'agriculture, pas avec 24 milliards? Mais qu'est-ce qu'on y met comme stratégie pour booster l'agriculture? Ce que je sais au Congo, c'est qu'on n'a jamais fait la queue pour acheter le manioc. Mais le pain, on voit la queue. Ça veut dire que la production locale, elle est là. Mais il faut voir comment diversifier cette production afin de favoriser des indices en termes de valeur. Mais l'agriculture aujourd'hui, pour nous, si on veut bénéficier, c'est la transformation. Parce que ça serait une valeur ajoutée. Mais si on fait le maïs, on vend, c'est le moment qu'ils mangent. On fait la canne à sucre, on donne un peu aux parents. Ça n'apportera rien dans la croissance économique du pays. Mais c'est la transformation de l'agriculture qui va faire que nous puissions exporter et que nous puissions bénéficier des dividendes. Alors, une question qui va arriver, allez-y. Je voudrais ajouter un élément. Non, il faut qu'on s'accorde. Ce budget est acceptable par le FMI. Acceptable. Ils sont d'accord avec ce budget, même s'ils vont revoir les indicateurs macroéconomiques par rapport à la réalité actuelle du marché. Oui. Mais le problème, c'est que le FMI ne cible pas la croissance. Ce qui intéresse le FMI, c'est l'équilibre macroéconomique. C'est ça qui l'intéresse, c'est voir les réserves au niveau de la CEMAC augmenter pour garantir, par exemple, 3 mois d'importation. Ce qui intéresse le FMI, c'est de voir les recettes remettre pour qu'ils puissent restructurer les finances congolaises. Mais pendant ce temps, les mesures de FMI sont drastiques du fait qu'ils ne regardent pas du côté de la croissance, parce que quand vous avez les investissements dans ce budget, qui ne sont qu'à 353 milliards pour 2019, mais comment un pays qui veut relancer son économie peut diminuer les investissements? Et comment il va booster la croissance? Parce que tant qu'il n'investit pas, il ne peut pas avoir consommation de telle sorte que
quand il y a des investissements, il y a la création d'emplois. Quand il y a la création d'emplois, les entreprises en bénéficient, il y a la redistribution et c'est ça qui améliore la consommation. Or, aujourd'hui, la consommation congolaise ne s'appuie que sur les fonctionnaires. Or, le circuit de l'argent du Congo des fonctionnaires, on le connaît, commence à utiliser. Ça veut dire que le salaire est payé. Une fois que c'est payé, une bonne partie doit partir au niveau des entreprises qui vendent le Moseka, permettez-moi d'être terre à terre, qui vendent donc les produits congelés. Et ceux qui vendent ces produits congelés, ce sont beaucoup plus les Libanais, les ceci. Donc, dès que le Congo a payé ses salaires, tout l'argent va dans la consommation des produits qui sont importés. Donc, à partir de ce moment-là, donc l'argent qu'ils ont s'en va dans ces circuits. Or, comme ces commerçants n'investissent pas pour la plupart au Congo, ils exportent cet argent vers leur pays, au point où c'est la Chine qui fabrique ces produits manufacturés, qui retient Dubaï au final cet argent, et le Congo se vide pour attendre encore que le pétrole soit mis sur le marché, vendu, l'argent arrive et que les fonctionnaires le consomment de cette manière, ça repart chez eux. Donc le cycle demeurera ainsi au point où le Congo ne sortira pas de ce cercle infernal de pauvreté. Donc pour réussir à faire les choses, il faut inverser la tendance. Il faut financer l'économie nationale. Il faut mettre en place un fonds. Et quand vous regardez dans ce budget, rien, on n'en parle même pas. Comment faut-il soutenir le secteur privé pour que le fonds-là puisse permettre en collaboration, garantir les banques pour appuyer ce secteur? On ne demande pas à l'État de donner de l'argent au secteur privé. On demande à l'État de mettre en place un fonds. Ce fonds-là va permettre que les banques vont avoir le courage. Et en plus, la Banque centrale n'a pas baissé son taux. Vous imaginez, la Chine nous prête de l'argent à 0,25% d'intérêt. Quel est le taux de la Banque centrale? Et comment voulez-vous que les banques prêtent à un taux faible? Or, dans tous les pays, dans toutes les économies, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de l'Europe, quand il y a la crise, pour booster l'économie, qu'est-ce que les banques font? La Banque centrale baisse son taux directeur pour permettre aux banques de prendre de l'argent et de le mettre sur le marché. Mais malheureusement, au Congo, qu'est-ce que vous voyez? Malgré la crise, la banque est restée avec son taux, qui est le taux qui sert la France. Il ne regarde même pas comment faut-il ajuster de telle sorte que la Banque centrale joue un rôle moteur dans la relance de la croissance dans notre pays. Voilà la difficulté que nous avons. Alors, si on comprend bien, il va falloir stimuler la consommation des produits locaux. C'est bien cela. C'est ce que vous comprenez aussi. Oui, ça peut être un bon signal aussi. Bon, ça peut être un bon signal. Ça, c'est une autre paire de manches parce que cela exige un peu une autre façon de concevoir les choses. Augmenter la production locale. Voilà. Mais ce qu'il faut à l'immédiat, si l'État veut relancer la consommation, c'est qu'il faut initier un audit sur la dette intérieure. Il ne faut pas que cette dette soit circonscrite, comme je l'ai vu dans les négociations du fonds, elle est circonscrite à partir de 2014 à 2016. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours payés et qui sont nantis d'un titre de dette depuis la fin, depuis la période post-conflit de 2017. Donc, je crois qu'un audit avait d'ailleurs été initié à l'époque par le ministre Mathias Nzong, et c'est le cabinet Ernst & Young, dirigé à l'époque par Nick Fila, qui est maintenant ministre, qui avait mené cet audit, même si c'était biaisé parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien fourni à l'État et qui se sont retrouvés avec des sommes astronomiques. C'est pourquoi, lorsque le ministre Andeli est venu, il a voulu refaire un autre audit pour qu'on voit ce que l'État doit réellement à des opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, il faut réinitier la même chose parce qu'il me semble que le ministre Issou Ebeka voulait évidemment refaire un autre audit et il faut que l'actuel ministre des Finances initie un véritable audit pour savoir qui doit à qui. Et comme le disait Augustin, évidemment, on peut faire par compensation, voir lesquels ont reçu des acomptes de l'État ou alors totalement été payés et qui ont laissé des éléphants blancs. C'est autant de choses qu'il faut faire aujourd'hui parce qu'il faut privilégier les opérateurs économiques aussi congolais dans le cadre du paiement de la dette intérieure. Parce que souvent, dans les négociations avec le FMI, ce sont des grands lobbying, des mastodontes, n'est-ce pas, qui s'accaparent, qui influencent un peu les négociations. Notamment, ça peut être des sociétés françaises, ça peut être des sociétés chinoises, pourquoi pas. Ça peut être des sociétés turques, ça peut être des sociétés brésiliennes. Mais il faudrait aussi que les sociétés congolaises soient prises en compte
dans le cadre du paiement de cette dette, de cet audit, pourquoi pas, et puis paiement de la dette, pour pouvoir relancer la consommation intérieure. Hassen dit quelque chose de pertinent. Lorsque des Congolais ont de l'argent, cet argent se retrouve dans les circuits financiers, dans les circuits commerciaux gérés par des sujets étrangers. Enfin, je ne suis pas xénophobe. Et ces gens investissent une partie pour faire revenir une partie de la marchandise et la revendre aux Congolais, une autre partie est épargnée chez eux. Donc, ce qui fait qu'il y a une véritable fuite de capitaux au Congo parce qu'on n'a pas une politique de développement du secteur privé national. Bon, lorsqu'il existe aussi la faute à quelques bonnes initiatives qui, elles-mêmes, on l'a vu, l'État, mettre à disposition 100 milliards de francs CFA dans le cadre du fonds de soutien à l'agriculture. Je passe entre guillemets ce qui a été fait comme utilisation de ce fonds. Donc, il faut qu'on soit aussi conséquent. Mais en définitive, je vais quand même relever un fait. C'est une analyse personnelle que je partage avec les co-débatteurs et les téléspectateurs. J'ai l'impression que le Congo ne voudrait pas apparemment aller en négociation avec le FMI avec certaines faiblesses pour ne pas subir, comme cela s'est passé dans d'autres pays comme le Tchad, et ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher un gouvernement d'aller négocier avec le fonds lorsqu'il se sent dans une situation assez confortable ou de lever le pied sur la pédale lorsque la situation est moins confortable. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas aller négocier avec le FMI en position de faiblesse. Il vous impose tout et vous risquez, dans ce cas, des situations comme on a connu dans certains pays. Je regarde très bien les autorités donne l'impression d'avoir besoin beaucoup plus du cash que d'aller vite dans des réformes structurelles, macroéconomiques. J'ai vu le président de la République, aussitôt sorti de la réunion de Yaoundé avec Christine Lagarde, il est allé à Beijing rencontrer les autorités. Certainement, c'était à la recherche du cash. Je vois aussi son dynamisme diplomatique. Je l'ai vu dans les pays du Golfe arabo-persique, certainement à la recherche du cash. Ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, je dis au-delà du cash, même si le marché du pétrole brut venait à booster, à renflouer nos caisses, il ne faut pas oublier le projet de diversification économique. Il ne faut pas non plus oublier de rétablir les équilibres et surtout de maximiser les recettes hors pétrole. Que ce ne soit pas de 11% comme on me le dit dans le cas du nouveau budget, mais qu'on essaie de faire que ces recettes représentent quasiment 50%, contribuent à 50% dans le budget. Finalement, la crise pétrolière, on n'explique pas tout. Ben oui, on n'explique pas tout. Au final, la crise pétrolière n'explique pas tout. Ouais, c'est soumis à c'est un choc exogène. C'est-à-dire que c'est les facteurs extérieurs qui agissent, qui influencent un peu cette production. Mais je voulais revenir sur quelque chose de plus important qu'on a dit tout à l'heure. Le gouvernement devait faire le choix entre la relance de l'économie et la stabilité des paramètres macroéconomiques. Tel que le budget est fait aujourd'hui, on doit aller dans l'approche de la croissance. Et on prévoit aussi les équilibres au même moment. C'est possible, c'est faisable. Deux, sur la consommation locale. J'ai toujours pris un exemple. Les Camerounais, quand ils viennent avec des semi-remorques chargés d'oignons, mais exemple, vous allez être surpris quand ça repart, les semi-remorques repartent vides. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que Congolais, on n'a rien à proposer aux Camerounais. Si ce n'est pas que le Camerounais qui propose aux Congolais l'oignon et les haricots, et tout, alors que nous avons les mêmes types de production agricole, mais il y a un souci dans la compétitivité de notre production. Et là, c'est là où on devra aller. Dans l'investissement sur l'agriculture, on devrait aller sur la compétitivité. Voilà. Là, je pense que ça pourra apporter un impact sur la diversification, qui est un slogan souvent dit, mais qu'aujourd'hui on commence à délaisser parce que le pétrole est passé plus haut. Mais je crois qu'on est obligé de revenir sur les bonnes bases afin d'améliorer notre performance économique. Il nous reste 30 secondes, je vais du côté d'Hassen. La Chine n'est pas une solution finalement pour le Congo. Bon, en fait, la Chine n'a aucun problème. En fait, le problème du Congo, ce n'est pas un problème d'argent. Je reviens sur la même chose. Voilà pourquoi les négociations avec les FMI, il faut les finaliser. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons,
le problème du Congo, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de gouvernance. Ça veut dire que même si on donne 1000 milliards maintenant là au Congo, dans les conditions actuelles, en 6 mois, on va repartir dans la même crise. Parce que l'Agence nationale d'investigation financière a relevé que la délinquance financière, c'est-à-dire que les détournements de fonds publics servent au blanchissement des capitaux. Aujourd'hui, regardez tous les investissements qu'il y a à travers le pays. Ce ne sont pas les opérateurs économiques qui le font. Les bâtiments, les boulangeries, ceci, ce sont les dirigeants de ce pays qui ont des postes de responsabilité, qui consultent où est-ce qu'ils trouvent de l'argent. C'est de l'argent détourné. Maintenant, tant qu'on ne règle pas cette question de corruption en amont, et qu'on pense que c'est de l'argent qu'il faut pour redresser le Congo, niet. Que ce soit au trésor, que ce soit aux impôts, il y a l'hémorragie financière. Il faut d'abord régler ces questions pour qu'on avale, le Congo puisse utiliser ces fonds pour réellement développer son économie. Sinon, vous avez beau faire, on arriverait à la carte de départ, on restera ainsi, tel que les choses se présentent aujourd'hui. De siècle en siècle. Merci beaucoup, chers messieurs. Ça a été un plaisir pour moi que de revoir une fois de plus M. Alphonse Ndongo, journaliste économique sur ce plateau de Vox TV, M. Augustin Menazo, analyste économique, et puis M. Poulema Hassan Bozir, qui veut plus qu'on l'appelle M. Chiffre, mais bon, les téléspectateurs vont choisir. Merci pour toutes ces analyses. Énième mission du FMI au Congo, c'était le thème de ce débat. Mesdames et messieurs, au prochain débat. Merci.